Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour en savoir plus sur la recherche clinique et la plateforme Clinéo. Donc, je suis Sabrina Lebars, présidente et cofondatrice de l'association Corasso. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Arnaud Bayle, oncologue médical et cofondateur de Clinéo, et de Soha Taïdi, qui est responsable des partenariats. Donc, on a choisi aujourd'hui d'organiser ce webinaire parce que la recherche médicale, c'est un espoir qui nous porte, nous, patients, qui sommes touchés par des pathologies qui peuvent être diagnostiquées tardivement, avec des risques de récidive, avec des métastases parfois, des impasses thérapeutiques. Et heureusement que l'on peut avoir accès de plus en plus à la recherche et aux essais cliniques pour espérer pouvoir retarder la maladie et pourquoi pas la guérir. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Arnaud et à Soha qui vont pouvoir se présenter avant de vous parler plus largement de la recherche clinique, la recherche clinique dans le cadre des cancers TTQ. Puis, vous présentez la plateforme. Ensuite, vous pourrez avoir un échange questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On essaiera, dans la mesure des possibles, de répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est vraiment que vous repartiez avec le plus d'informations possible. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure, on note les questions dans le chat et on y répondra à la fin de ce webinaire. Et bien sûr, c'est enregistré. Donc, vous pourrez retrouver, si vous devez partir un peu plus tôt, la totalité du webinaire sur nos sites respectifs. Voilà, alors je remercie Arnaud et Soha. Bonjour et je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation et de cette occasion d'échanger ensemble lors de ce webinaire. Donc, moi, je me présente rapidement. Donc, je suis oncologue médical de formation. Je travaille avec Gustave Roussy et donc je suis un des cofondateurs de la plateforme Clinéo, qui est une plateforme qui permet aux patients et aux médecins de trouver facilement et rapidement un essai clinique sur tout le territoire français. Le but, c'est de aujourd'hui effectivement répondre aux questions que peuvent se poser les patients ou les professionnels de santé sur les essais cliniques. Donc voilà, toutes les questions sont bonnes à prendre et on essaiera d'y répondre de façon la plus claire possible. Et si jamais on n'est pas clair, il ne faut pas hésiter à demander des précisions parce que voilà, je pense que c'est vraiment l'enjeu de bien échanger sur ces sujets-là. On vous présentera aussi un peu plus en détail la plateforme pour que vous puissiez aussi potentiellement l'utiliser si ça peut répondre à vos besoins. Et puis après, comme dit Sabrina, on répondra aux questions qu'on n'aurait pas abordées. Donc voilà, j'espère que ça va être un temps d'échange et surtout, voilà, n'hésitez pas vraiment à poser les questions qui sont importantes pour vous parce que c'est comme ça qu'on fait des webinaires utiles. Voilà, je laisse la parole à Soha. Bonjour à tous, donc merci Corasso pour ce webinaire et cette invitation. Donc, moi, je suis pharmacienne et responsable des partenariats chez Clinéo et aujourd'hui, on va essayer de répondre à vos questions et vous montrer un peu qu'est-ce que c'est Clinéo et comment on l'utilise. Du coup, Sabrina, je te laisse la main si tu veux aborder les différents sujets qu'on avait pu regarder, les questions un peu sur les essais cliniques pour essayer de commencer un peu à expliquer ce qu'est la recherche clinique. D'accord, donc je vous pose les questions au fur et à mesure, c'est ça? Ouais, on peut. Ouais. Alors, comme ça. Eh ben, on fait comme ça. Donc, parmi les questions qu'on se pose et auxquelles on doit souvent répondre, c'est qu'est-ce qu'un essai clinique? On va commencer par le commencement et par les premiers basiques. Ouais, bon, effectivement, c'est une question importante vu le sujet du webinaire. Donc, un essai clinique, concrètement, c'est lorsque une question scientifique se pose, on mène une étude qui, du coup, implique des patients et qui permet de répondre à une question scientifique. Et donc, je pense que ce qui est aussi très important, c'est de bien distinguer deux grands types d'essais cliniques, les essais interventionnels et les essais observationnels. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt parler des essais interventionnels. Les essais interventionnels, concrètement, c'est des patients qui participent à un essai dans lequel il y a une intervention
Et donc cette intervention, ça peut être par exemple un nouveau médicament, un nouveau traitement. Alors ça peut être la radiothérapie, la chirurgie, on aura l'occasion d'en reparler peut-être pour l'ORL. Ça peut être un nouveau test diagnostique. Ça peut être aussi améliorer les soins de support, le soutien psychologique, les effets secondaires. Ça peut être un essai aussi de prévention, de dépistage. Donc voilà, c'est différents types d'essais cliniques. Et par opposition aux essais interventionnels, on parle des essais observationnels, où là, c'est plutôt l'analyse de bases de données ou de registres, etc. Et donc, c'est vrai que voilà, la réglementation n'est pas tout à fait la même entre les deux types d'essais. Hein. C'est bien sûr plus engageant un essai interventionnel, donc il y a beaucoup plus de règles à respecter et de consentement notamment des patients. Donc, on aura aussi l'occasion d'en discuter sur le consentement éclairé qu'on peut retirer à n'importe quel moment. Mais voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout ce qu'on connaît au niveau scientifique est passé à un moment donné par une phase d'essai clinique. Et cet essai clinique, il est vraiment là pour améliorer les modalités de prise en charge du cancer au sens large. Et voilà, donc ce à quoi on pense en premier, bien sûr, c'est améliorer les traitements et donc améliorer le bénéfice clinique pour les patients, la survie, etc. Mais il y a d'autres types d'essais cliniques et en fait, voilà, à chaque fois qu'on se pose une question, on peut avoir un essai clinique qui peut y répondre et c'est vraiment quelque chose qui permet de faire avancer les connaissances. Et qui est-ce qui peut bénéficier de ces essais cliniques? Est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce qu'il y a des critères particuliers? Tout à fait, c'est une bonne question. C'est-à-dire que finalement, tout patient peut en bénéficier potentiellement. C'est-à-dire qu'il y a des essais cliniques ouverts pour différents types de pathologies, même au sein de chaque pathologie pour différents types de situations. Mais il faut respecter ce qu'on appelle les critères d'inclusion et d'exclusion. C'est-à-dire que pour rentrer dans un essai clinique en tant que patient, il y a des critères à respecter. Et ces critères, ils sont importants pour avoir potentiellement des groupes de patients homogènes qui ont les mêmes caractéristiques. Et donc, voilà, certains essais vont être par exemple réservés uniquement pour les patients au stade localisé avant d'avoir reçu tout traitement. D'autres essais vont être réservés aux patients qui sont au stade métastatique en première ligne de traitement ou en deuxième ligne, etc. Et donc, en fait, voilà, il y a à chaque fois des critères à respecter. Parfois, il faut respecter des critères, par exemple, biologiques, avoir tant d'hémoglobine, tant de plaquettes, etc. Le but, vraiment, c'est d'avoir des critères qui permettent d'analyser ensuite les résultats de façon la plus précise possible. Et si, par exemple, on anticipe une toxicité sur le plan hépatique pour un traitement nouveau, eh ben, on ne peut pas avoir un patient qui rentre dans l'essai clinique avec déjà des problèmes hépatiques parce qu'on ne va pas être capable de distinguer ce qui relève du médicament de ce qui relève de la pathologie du patient. Donc voilà, c'est des critères qui sont parfois complexes, très nombreux. C'est aussi ce qu'on vous montrera par rapport aux algorithmes qu'on développe chez Clineo pour essayer de les analyser. Mais en tout cas, c'est des critères qui sont importants pour entrer parce qu'il faut tous les respecter. Donc, il faut avoir tous les critères d'inclusion. Il faut n'avoir aucun critère d'exclusion. Et ça, pour chaque essai clinique, ils sont différents. Et donc, c'est ce qui explique parfois que ça peut être aussi un peu frustrant pour les patients parce que malheureusement, il y a un essai potentiel et on ne peut pas rentrer finalement pour telle ou telle raison. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'essais cliniques. Il y en a de plus en plus chaque année qui ouvrent et qui sont disponibles. Et donc, il y a vraiment des opportunités pour les patients de participer aux essais cliniques. Et ça fait le lien un peu avec une autre question qu'on se pose souvent, c'est finalement quand est-ce qu'on peut bénéficier des essais cliniques. Et donc ça, je pense que c'est aussi un message très important à avoir en tête, c'est de se dire qu'à tout moment du parcours d'un patient, il peut y avoir un essai clinique. Alors, bien sûr qu'on pense souvent aux essais cliniques quand on a finalement déjà eu tous les traitements disponibles, donc quand on est un peu en impasse thérapeutique, mais en réalité, on peut avoir un essai clinique à n'importe quel stade de la maladie, donc avant la chirurgie, après la chirurgie par exemple, donc ce qu'on appelle les essais néoadjuvants, donc avant la chirurgie ou adjuvants après la chirurgie, ou des essais au stade métastatique. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que c'est quelque chose qui vraiment doit être un réflexe de plus en plus pour permettre aux patients potentiellement de bénéficier d'une nouvelle stratégie sur laquelle on a une hypothèse qu'elle est meilleure que ce qu'on fait déjà actuellement. Et donc ça, c'est vraiment un message important. C'est un essai clinique peut être disponible à n'importe quel moment du parcours. Par contre, il faut bien sûr, avec l'oncologue, voir si c'est pertinent. Et bien sûr, il n'y a pas forcément des essais cliniques tout le temps pour tous les patients. Donc, c'est ça qui fait aussi la complexité de la recherche d'un essai clinique pour un patient. Oui, parce qu'en fait, on a souvent en tête l'essai clinique pour une nouvelle molécule, mais ce n'est pas forcément réservé à des nouvelles molécules, à des nouvelles thérapeutiques. Ça peut aussi être des essais cliniques. On parle beaucoup en ce moment de désescalade thérapeutique. Qui permettent, par exemple, de mesurer l'efficacité d'un traitement, mais à moindre dose. Alors, par exemple, chez les traitements de radiothérapie, dont on connaît les séquelles à plus long cours, qui peuvent être proposées alors, de façon très sécurisée, bien sûr, pour protéger les patients
et envisager le bénéfice de guérison, mais qui peuvent être proposés à moindre dose avec un même bénéfice. C'est aussi ça qu'on cherche à prouver. Oui, exactement. C'est vrai qu'on a souvent un peu une vision simpliste des essais cliniques où on voit toujours une nouvelle molécule, un nouveau traitement, mais il y a énormément d'essais maintenant de désescalade. On appelle ça des essais de stratégie thérapeutique. Et donc là, vous preniez l'exemple des essais, du coup, par exemple, pour diminuer les doses de radiothérapie. On voit ça dans d'autres types de cancers, par exemple le cancer du sein, où il y avait vraiment un très bon pronostic avec des thérapeutiques qui fonctionnent très bien. On s'est rendu compte que potentiellement, on avait des patients qui n'avaient pas forcément besoin d'avoir un traitement aussi intensif. Et donc, pour essayer de mieux catégoriser les patients et pour personnaliser les traitements, le but, effectivement, dans certains cas des essais cliniques, c'est vraiment d'arriver à identifier les groupes de patients qui vont avoir un bon ou un mauvais pronostic et d'intensifier les traitements chez ceux qui ont un pronostic qui est moins bon et au contraire, de diminuer les traitements chez ceux qui ont un pronostic qui est meilleur. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte aussi en qualité de vie pour les patients. Et donc, c'est des essais très importants parce que, voilà, finalement, on essaye de traiter au mieux les patients sans être trop dans un surtraitement des patients. Et donc, plus on va avancer avec des nouvelles thérapeutiques qui seront efficaces, plus on aura aussi des questions qui vont se poser sur la capacité d'identifier des patients qui pourraient bénéficier d'une forme allégée de traitement, par exemple. Donc ça se voit aussi dans l'immunothérapie, par exemple. On voit qu'il y a des essais qui essayent de diminuer les doses d'immunothérapie ou d'espacer les cures. Et donc, ça permet d'avoir moins d'effets secondaires, d'avoir potentiellement aussi moins de venues à l'hôpital. Et donc, c'est vraiment des essais très intéressants pour les patients parce que c'est des essais qui vraiment apportent en qualité de vie. Et bien sûr, ce qu'on cherche à démontrer dans ces essais, c'est qu'il n'y a pas de perte de bénéfices cliniques. Et donc, on a vraiment des essais qui essaient de montrer qu'on conserve le même bénéfice clinique que le traitement historique ou comparateur. Parce que finalement, les essais cliniques, c'est toujours un effet un peu balance, cette balance bénéfice-risque dont on parle régulièrement. Et tout à l'heure, quand vous faisiez référence au fait que il y avait des critères et que ça pouvait être effectivement très frustrant pour les patients de ne pas accéder à un essai clinique, c'est à la fois une façon de protéger, j'ai envie de dire, les résultats de la recherche pour qu'ils soient conformes à ce qu'on peut attendre d'une réaction du plus grand nombre, aux effets positifs du plus grand nombre et aux effets, l'analyse aussi des effets négatifs, mais aussi c'est une façon de protéger le patient. Parce que si on envoie un patient sur un essai clinique dont on sait qu'il peut être dangereux par rapport à des comorbidités déjà existantes, par exemple, d'ailleurs vous avez parlé de problèmes au niveau du foie, ou alors ça peut aussi être des problèmes au niveau du rein avec des difficultés à évacuer des toxiques, ça peut poser problème et donc c'est une façon de protéger tant le but de l'essai, mais aussi le patient qui intègre l'essai. Oui, tout à fait. Et si on prend un autre exemple, typiquement dans beaucoup d'essais cliniques, par exemple, où on anticipe qu'il peut y avoir une toxicité au niveau du cœur, une toxicité cardiaque, on va avoir aussi des critères qui vont être, par exemple, une échographie cardiaque pour avoir au moins tel résultat, etc., pour être sûr de ne pas prendre de risque pour le patient. Et donc, voilà, c'est effectivement des critères qui sont importants pour protéger les patients. On a aussi des critères sur les allergies, etc., parce que le but, c'est de ne pas prendre de risques trop importants. Et ça peut être sur la partie un peu bénéfice-risque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un essai clinique, c'est comme un médicament classique. Il y a toujours un rapport bénéfice-risque. Et ça, on l'explique vraiment aux patients avant de rentrer dans l'essai clinique. Quand on voit un médecin pour rentrer potentiellement dans un essai clinique, on reçoit une notice d'information qui donne à la fois les bénéfices potentiels de participer à l'essai clinique, mais qui donne aussi les risques potentiels. Et ça, je pense que c'est très important de le dire parce que voilà, quand on a un consentement, il faut qu'il soit le plus éclairé possible. Donc, on a du coup des informations avant de donner son consentement. Et une fois qu'on l'a donné, on peut le retirer à tout moment aussi. Et ça, je pense que c'est aussi important de le dire, c'est que ce consentement, il peut être retiré à n'importe quel moment sans aucune justification. Et donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très important à garder en tête par rapport aux essais cliniques. Et puis l'autre chose, c'est qu'au fur et à mesure des essais cliniques, on apprend aussi sur les molécules, sur les toxicités. Donc ceux qui lancent les essais cliniques sont
dans l'obligation d'informer au fur et à mesure les patients s'il y a une nouvelle toxicité qui est mise en évidence ou s'il y a quelque chose qui change par rapport à ce qui était initialement dans le consentement et dans la notice d'information. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est important à redire. Et donc c'est ces critères et c'est d'inclusion et d'exclusion, mais aussi les notices d'information qui permettent d'informer les patients au mieux pour chaque essai clinique. Et du coup, il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi y a-t-il aussi peu d'essais cliniques pour des cancers TTQ? Ou peut-être pourquoi est-ce que ça nous paraît aussi peu? C'est une bonne question, bien sûr. Donc ça, on va dire que c'est, on peut l'élargir à l'ensemble des cancers et notamment les cancers rares. Hein. Il y a un vrai enjeu d'innovation sur ces cancers-là. Ça peut être aussi sur les cancers de l'enfant, par exemple. Il y a certaines aires thérapeutiques où il y a plus de recherche, plus d'essais cliniques, d'autres où il y en a moins, mais c'est quand même quelque chose qui est en train de s'inverser. Et plus on est dans une logique de personnalisation des traitements, de médecine de précision, on parlera aussi tout à l'heure des biomarqueurs, des profilages moléculaires, plus on a d'essais cliniques disponibles. Et donc, en fait, la tendance quand même est à l'augmentation des essais cliniques. Mais c'est vrai que sur des essais cliniques, sur des pathologies rares, ce qui est parfois difficile, c'est d'avoir suffisamment de patients potentiellement incluables pour lancer l'essai clinique parce qu'on a besoin, au niveau notamment statistique, etc., d'un nombre suffisant de patients. Et donc, c'est vrai que c'est des essais qui sont parfois durs à mener ou alors des essais qui prennent du temps, qui prennent plus de temps que sur des pathologies plus fréquentes. Mais voilà, le but, je pense que c'est vraiment de favoriser la recherche. Et donc, je pense que des associations comme Coraso peuvent vraiment faire aussi bouger les lignes, bouger les choses. Il y a aussi des groupes coopérateurs académiques, comme en ORL, donc au sein de l'intergroupe ORL, qui lancent des essais aussi sur ces cancers rares. Et je pense que c'est extrêmement important par rapport à des problématiques, des questions de recherche qu'on se pose, des questions scientifiques, de lancer des recherches, des nouveaux essais cliniques. Et ça peut être aussi des essais de stratégie et pas uniquement des nouveaux médicaments. Donc ça peut être aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Et puis peut-être un point, c'est que finalement, de plus en plus, on se rend compte que les pathologies rares peuvent être mieux caractérisées, peuvent avoir des caractéristiques communes avec d'autres pathologies rares. Et donc on en reparlera peut-être sur les essais basket, les essais de médecine de précision, mais il y a aussi un enjeu, et donc nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup chez Clineo, il y a bien sûr des essais qui sont spécifiquement pour les cancers ORL, par exemple. Il y a d'autres essais qui ne sont pas forcément spécifiquement pour les cancers ORL, mais pour les patients qui ont telle ou telle anomalie moléculaire. Et ça, c'est des essais qui peuvent aussi être disponibles pour les patients qui ont un cancer rare. Et donc, c'est aussi une source d'espoir de participer à la recherche clinique. Oui, parce que on a souvent dans l'idée, en tout cas avant, c'est souvent ce qui se faisait, c'est qu'on traite le cancer par organe, mais finalement de plus en plus, on peut traiter, et notamment avec peut-être les thérapies moléculaires qui sont de plus en plus fréquentes, on peut traiter un cancer de par sa nature et non plus seulement de par l'organe qu'il touche, même si l'environnement de la tumeur a un fort impact sur le traitement en thérapie ciblée. Exactement. C'est vraiment toute la révolution actuelle de la médecine de précision en oncologie, c'est de changer un peu de paradigme et de réussir à mieux personnaliser les traitements par rapport aux anomalies spécifiques de la tumeur du patient. Et donc, on a des exemples vraiment probants de molécules qui fonctionnent quel que soit le type de tumeur, ce qu'on appelle les traitements agnostiques. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer, je l'espère, à l'avenir. Hein. Mais l'idée, c'est de pouvoir identifier, par exemple, un gène qui aurait une anomalie moléculaire, une mutation, etc., qui pourrait bénéficier d'un traitement et être capable de potentiellement proposer le même traitement à un patient qui a un cancer ORL ou un patient qui a un cancer du pancréas ou un cancer du poumon. Et donc, c'est des choses qui sont en cours. Et ça, c'est typiquement dans les essais cliniques qu'on peut potentiellement bénéficier de façon assez précoce de ces innovations. Donc, on espère bien sûr que ça va s'accélérer et qu'elles seront rapidement disponibles. Et je pense que voilà, un point aussi qui est important sur les essais cliniques, c'est de se dire que l'innovation met du temps à arriver. On reverra aussi dans la présentation qu'on va faire de Clineo, mais voilà, plusieurs années avant que le traitement soit vraiment en routine clinique disponible pour les patients, via un essai clinique, on peut en bénéficier. Alors bien sûr, il faut être aussi très clair, hein, c'est-à-dire que tous les essais cliniques ne vont pas donner de résultats forcément spectaculaires. Hein, c'est le lot aussi de la recherche clinique, et donc moi j'insiste là-dessus aussi. Hein, c'est important de ne pas créer de faux espoirs. Hein, je pense qu'il faut aussi être conscient du fait qu'un essai clinique, il y a une part. Si on se pose une question et qu'on fait un essai clinique, c'est pour répondre à une question, mais qu'on n'a pas la réponse avant de le lancer. Et donc ça aussi, c'est important de savoir que voilà, il y a forcément une part d'aléatoire sur un essai clinique, où il y a forcément
une question qu'on n'a pas voilà, qui va pas forcément être tranchée par cet essai clinique-là, mais en participant, il y a vraiment un bénéfice potentiel pour le patient direct, avec le fait que voilà, il reçoit une molécule nouvelle qui peut potentiellement lui apporter un bénéfice, et puis il y a aussi un bénéfice collectif, parce que finalement, en participant à l'essai clinique, on fait progresser la recherche, et ça peut aider d'autres patients aussi par la suite, et ça c'est vraiment, voilà, je pense, un point important sur la recherche en oncologie. Donc, il y a aussi dans l'essai clinique souvent un suivi augmenté. Alors, ça peut être plus contraignant avec des consultations plus régulières parce qu'il y a un suivi justement un peu plus attentif du fait qu'on est dans une forme de... Enfin, on ne veut pas mettre le patient en danger, au contraire, on veut le protéger. Donc, finalement, il y a aussi cet avantage, même si c'est un peu plus contraignant, d'avoir un suivi plus poussé dans le cadre d'un essai clinique. En tout cas, c'est souvent ce qui remonte de la part des patients. Oui, c'est sûr que la recherche clinique est très structurée, très codifiée, donc il y a vraiment un suivi important pour collecter les données, pour suivre les effets secondaires, etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est souvent des périodes assez intenses en termes de suivi. Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien suivi hors d'un essai clinique, hein, mais c'est vrai que dans un essai clinique, on doit respecter vraiment il y a de vraies contraintes, et donc ça a aussi effectivement des contraintes qui sont importantes à prendre en compte pour les patients en termes de venue à l'hôpital, d'hospitalisation parfois. Après, ça dépend un peu de chaque protocole, et donc ça fait partie des éléments qu'il faut vraiment bien poser à son oncologue avant d'être inclus dans un essai clinique. Il y a à la fois, on parlait tout à l'heure du rapport bénéfice-risque, mais il y a aussi la partie plus, on va dire, logistique, sur le rythme des visites, sur quel type de visite, est-ce que c'est un hôpital de jour, en hospitalisation. Donc ça, c'est des choses vraiment qui sont propres à chaque essai clinique. Il n'y a pas une réponse standard, hein, c'est vraiment chaque protocole est designé différemment. Et après, peut-être que ça fait le lien aussi avec des aspects sur les transports, etc. Parce que parfois, on n'a pas un essai clinique qui est ouvert dans son propre centre. Donc c'est toujours mieux si un essai clinique est ouvert dans son centre parce que c'est plus simple, plus proche, etc. Mais parfois, il peut y avoir un essai clinique dans un autre centre. Et donc là aussi, il y a l'enjeu des transports. Et ça, bon, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être important pour les patients, c'est la partie financière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas rémunéré quand on participe en tant que patient dans un essai clinique, d'accord. Par contre, on a un défraiement pour les frais qui sont engendrés par l'essai clinique et notamment les transports. Donc ça, c'est voilà, des choses qui peuvent être un peu différentes entre les essais industriels et les essais académiques, mais en tout cas, dans la majorité des cas, il y a une prise en charge. Alors, ça peut être aussi de façon un peu différente parfois. Parfois, il faut avancer les frais, on est remboursé. Parfois, les frais sont avancés. Mais en tout cas, le but, c'est de permettre à des patients qui habitent pas forcément à côté du centre dans lequel l'essai est ouvert, de pouvoir y aller et donc de ne pas avoir un coût financier qui est lié à la participation de l'essai clinique. Donc, voilà, donc, pas de rémunération, mais par contre, une prise en charge des frais, notamment des frais de transport. Et ça, c'est voilà, quelque chose aussi qui est, à mon avis, important et qui compte. Et si on peut trouver un essai clinique proche de chez soi, c'est toujours mieux, bien sûr, parce que voilà, en termes de simplicité, comme on disait tout à l'heure, avec les visites, les rythmes un peu intensifs de suivi, c'est toujours une bonne chose. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les essais cliniques sont souvent ouverts dans plusieurs centres. Ils sont aussi ouverts dans plusieurs pays, mais si on regarde juste pour la France, parfois, ils sont souvent multicentriques, pas toujours, mais souvent multicentriques, et donc ça permet, donc notamment sur Clinéo, on a une recherche qui est par pertinence, mais aussi par proximité géographique, ça permet de voir finalement l'essai, mais aussi dans le centre le plus proche de chez soi, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour les patients. On a parlé tout à l'heure des frais en plus. Nous, on a eu un cas récent d'un adhérent qui nous a fait savoir que suite à un essai clinique, il avait des problèmes de vue et qu'il avait dû engager des frais par rapport à ça. Quand on a des frais supplémentaires qu'ils n'ont pas forcément pris en charge suite à des effets secondaires d'effets cliniques, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une indemnité? Est-ce que c'est prévu dans le cadre du protocole? Ouais. Donc là, effectivement, je ne connais pas ce cas particulier et bon, en général, hein, ce qui se passe, c'est que quand un protocole est fait, on a une liste d'effets secondaires attendus, les listes d'effets secondaires aussi qu'on va découvrir parce qu'en faisant l'essai clinique, on découvre des effets secondaires. Et donc, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'imputabilité, c'est d'être capable de dire si le problème de vue est vraiment lié, par exemple en l'occurrence, ou l'autre problème, hein, ça peut être vraiment cardiaque, etc., est vraiment lié à la molécule, ou est-ce que c'est lié à autre chose, à la maladie, etc. Mais quand c'est lié au protocole qui a été fait, là, normalement, il y a vraiment une prise en charge via l'essai clinique, et même à la sortie de l'essai clinique, hein, pour la prise en charge des effets secondaires, il y a des assurances liées au protocole, enfin, quand on dépose un protocole, il y a des assurances à avoir. Donc, normalement, il doit y avoir une prise en charge. Donc,
bien sûr que c'est jamais facile hein, si jamais il y a un débat ou une contestation, c'est jamais extrêmement évident, mais dans la majorité des cas, en tout cas, moi, que j'ai vu, il y a vraiment une prise en charge via l'hôpital et via le promoteur pour ces effets secondaires-là. Et donc, il y a un suivi. Normalement, il n'y a pas de reste à charge. Ça fait aussi le lien avec la prise en charge à 100% en France pour la cancérologie. Mais voilà, chaque cas est particulier, donc je peux pas dire que c'est jamais le cas. Hein, c'est toujours un enjeu sur les cas particuliers. Donc, mais en général, en tout cas, c'est sûr que nous, on fait le maximum pour que les patients n'aient pas de reste à charge sur ce genre de problématiques. Et quand il y a des toxicités, hein, le but aussi, c'est d'arrêter le protocole. Hein, si jamais il y a une toxicité qu'on détecte, c'est de l'arrêter à temps, de ne pas continuer. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a ce suivi très régulier pour détecter très précocement des effets secondaires. Et c'est tout l'enjeu de la recherche clinique en tant qu'investigateur, quand on voit des patients, c'est vraiment d'arriver à détecter une toxicité, par exemple, au niveau de la peau, etc., avant qu'elle ne soit trop grave, et de la prendre en charge avec des traitements adaptés dès le début, ou alors de faire appel à un cardiologue, un ophtalmologue, etc., pour prendre en charge l'effet secondaire. Bouclé. Avant de passer à la présentation, il y a une question qui revient très souvent. C'est quoi un essai de phase 1, un essai de phase 2, un essai de phase 3? Quelle est la différence et quelle est la temporalité de ces essais? Je pense effectivement que c'est une question importante. Alors, concrètement, il faut imaginer qu'en fait, donc là, on va se positionner dans un exemple assez simple à comprendre, parce que c'est le plus facile, mais c'est un nouveau médicament qui est développé. Il y a une phase qu'on appelle préclinique, dans laquelle finalement on va faire des expérimentations sur des cellules, sur des modèles animaux, des souris, etc., pour finalement voir si une molécule peut potentiellement fonctionner. Et donc ça, c'est une phase en amont au laboratoire qui vraiment permet d'identifier une molécule où on a l'impression qu'il y a un potentiel bénéfice pour tel ou tel cancer. Une fois qu'on a suffisamment d'éléments, c'est là où on démarre vraiment la recherche clinique et c'est là où on commence les essais. Et donc, il y a vraiment un continuum avec une chronologie. Donc, d'abord les essais de phase 1, puis de phase 2, puis de phase 3. Et donc, ces essais-là, finalement, ils vont être un peu à différentes périodes avec des différences pour aussi progresser. Donc, la première étape, c'est la phase 1. La phase 1, c'est les essais qu'on appelle de phase précoce. Donc, c'est des essais où la molécule est administrée pour la première fois chez l'homme. Et donc, l'objectif de ces essais de phase 1, l'objectif premier, bien sûr qu'il peut y avoir un bénéfice pour les patients, mais l'objectif premier, c'est quand même de trouver la bonne dose qui correspond finalement au médicament et de voir la toxicité. Si jamais le médicament est trop toxique, on ne va pas plus loin parce que même si on a un médicament qui a beaucoup de bénéfices, s'il a trop de toxicité, le rapport bénéfice-risque dont on parlait n'est pas respecté, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc le but de cette phase 1, c'est vraiment... J'ai un petit écho, mais le but de cette phase 1, c'est vraiment de trouver la bonne dose et donc de regarder la toxicité. Ça, c'est des essais qui sont chez quelques dizaines de patients et c'est la première étape. Si cette étape est validée, on peut passer à ce qu'on appelle les essais de phase 2. Donc parfois, ils sont groupés, hein, phase 1, phase 2, mais schématiquement, on va dire qu'il y a des essais de phase 2, dans lesquels on va spécifier peut-être plus précisément certains sous-types de cancer où on a l'impression que ça fonctionne mieux, et on va essayer de trouver un signal d'efficacité, voir si la molécule fonctionne vraiment avec un bénéfice pour les patients. Et ça, c'est un peu plus de patients, c'est quelques dizaines à quelques centaines de patients, et c'est vraiment un essai dans lequel on essaie de voir le signal d'efficacité. Généralement, c'est des essais où il n'y a pas de comparaison, pas de randomisation, donc tous les patients reçoivent le traitement, comme dans les phases 1, tous les patients qui rentrent dans l'essai de phase 1 reçoivent le traitement. Et si en phase 2, on a l'impression que vraiment il y a un signal d'efficacité et qu'en plus le médicament n'est pas trop toxique, on peut passer à la phase 3. Et donc la phase 3, c'est vraiment l'étude où il y a le plus de patients, quelques centaines, voire quelques milliers. Et là, on regarde par rapport à la stratégie actuelle, est-ce que le médicament fait mieux? Donc ça, c'est aussi un point important. On parle souvent des placebos. Il y a vraiment un enjeu éthique très important sur les essais cliniques. On ne peut pas proposer un essai clinique à un patient qui lui ferait perdre des chances. Donc si par exemple, vous avez un essai en première ligne de traitement métastatique qui déjà fonctionne, mais voilà, qui fonctionne correctement sans être un traitement qui guérit, vous ne pouvez pas proposer le nouveau médicament par rapport à un placebo. Vous devez proposer le nouveau médicament par rapport à ce traitement de référence. C'est uniquement en l'absence de traitement de référence qu'il est licite et qu'il est possible de faire un traitement contre placebo. Et donc, dans ces essais-là, on
compare finalement le nouveau médicament au traitement actuel ou au placebo si on n'a pas de traitement actuel de référence. Et c'est ces médicaments, enfin ces essais-là qui sont vraiment les essais qui peuvent faire changer les pratiques et qui peuvent faire qu'un nouveau médicament va être ensuite approuvé. Et donc il va avoir ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, puis ensuite potentiellement le remboursement. Et donc vraiment, voilà, les 3 phases d'essais cliniques sont dans la continuité, phase 1, phase 2, phase 3, toxicité pour la phase 1, plutôt le signal d'efficacité pour la phase 2, et la phase 3, c'est vraiment une essai, on va dire, un peu confirmatoire pour comparer l'essai, le nouveau médicament au traitement actuel. Après, il y a des essais de phase 4 qui sont, une fois que le médicament est vraiment sur le marché, qu'il est déjà utilisé en routine, on a des essais pour suivre en vie réelle le médicament, donc c'est un peu des essais à part, mais qui permettent de regarder aussi les toxicités à long terme, etc. Donc c'est des essais aussi qui sont importants pour suivre, finalement, voilà, quand on n'a pas assez de recul sur une molécule, on peut avoir des essais supplémentaires pour confirmer l'efficacité ou la toxicité. Et donc ça, c'est vraiment voilà, comme ça qu'on peut schématiser les essais de phase 1, 2, 3 et 4. Et je pense que voilà, on a aussi répondu à la question de la randomisation, hein. C'est principalement lors des phases 3 qu'il y a une randomisation, mais cette randomisation, elle est voilà, toujours avec un traitement dans le bras contrôle, le bras standard, qui ne doit pas faire perdre de chance aux patients, sinon le protocole n'est pas validé. Donc avant d'avoir un protocole validé, il faut passer par ce qu'on appelle notamment un comité de protection des personnes, un CPP, qui notamment regarde ces questions-là pour que vraiment l'essai soit éthique pour les patients. Donc la randomisation, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, en fait, c'est alors dans le schéma le plus classique, c'est qu'il y a 2 groupes de patients. Il y a un groupe de patients qui a, alors non pas un placebo en oncologie, hein, surtout pas, mais qui a le traitement qui fait référence à date, et un autre groupe de patients, on appelle ça des bras, qui a l'essai, enfin le traitement que l'on veut tester. En général, c'est un tirage au sort qui répartit le patient dans tel ou tel groupe. C'est un schéma qui évolue de plus en plus, mais c'est le schéma le plus classique. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont très concrètes sur le groupe. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis au cas où, on ne répondra pas forcément à des questions individuelles. On va répondre à des questions générales et je pense qu'au cours de la présentation Clinéo, les premières questions qui ont été posées vont déjà trouver des réponses ou en tout cas illustrer comment trouver des réponses très précises. Exactement. Donc, je ne sais pas s'il y avait encore une question sur les essais cliniques en général, mais de toute façon, on pourra y répondre après. Mais voilà, je pense qu'on a un peu balayé les différentes questions. Il y en a encore quelques-unes, mais peut-être on présente, si ça vous va, la plateforme. Et puis, dépendamment aussi des questions des personnes présentes, on pourra continuer si ça vous va. Parfait, on fait comme ça. Très bien. Allez. Que vous voyez mon écran. Donc la plateforme s'appelle donc Clinéo. Le but, c'est vraiment de permettre à tous les patients d'accéder à la recherche clinique, quel que soit leur centre et où qu'ils soient suivis. Donc moi, je me suis déjà présenté, mais du coup, on est 3 cofondateurs. Donc moi, je suis oncologue médical, Gustave Roussy. Les 2 autres cofondateurs sont ingénieurs, Thomas et Nicolas. Et le but, c'est vraiment de réussir à trouver une solution à la fois médicale, mais aussi technologique à ce problème qui est connu depuis longtemps d'accès aux essais cliniques. Donc, le problème qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, moins de 5% des patients atteints de cancer sont inclus dans un essai clinique, alors que plus de 70% sont prêts à y participer qu'on leur propose. Et donc, 20% des essais cliniques échouent en cancérologie parce qu'ils n'arrivent pas à recruter assez de patients. Donc, il y a un besoin d'un meilleur matching entre les patients qui sont atteints d'un cancer et les essais cliniques sur ce domaine. Pour schématiser un petit peu comment ça se passe, d'un côté, il y a les patients et leurs oncologues référents, ça peut être aussi leurs hématologues en hématologie. De l'autre côté, il y a les promoteurs des essais cliniques, donc c'est ceux qui mettent en place des essais cliniques. Ça peut être soit des promoteurs académiques, comme les hôpitaux, les groupes coopérateurs, soit des promoteurs industriels, donc les entreprises pharmaceutiques ou les biotech, qui ont un nouveau médicament à mettre en essais cliniques. Et donc, pour ouvrir ces essais cliniques, ils les ouvrent souvent dans des centres type les CHU, les centres de lutte contre le cancer, etc. Et du coup, ils ouvrent sur plusieurs centres leur essai clinique. Et pourquoi actuellement c'est compliqué? C'est parce que pour les oncologues notamment, il y a beaucoup de registres publics qui sont durs à utiliser avec de nombreux résultats, pas forcément spécifiques en plus de la cancérologie, donc le moteur de recherche n'est pas forcément très précis. L'autre enjeu, c'est la mise à jour des données. Il y a jusqu'à 6 mois de retard sur les bases publiques. Et le dernier point, c'est qu'en fait, le temps médical est très restreint, que ce soit en consultation
où en réunion de concertation pluridisciplinaire, on a peu de temps et donc c'est très chronophage. Et pour les patients, c'est encore plus complexe parce que souvent les données sur ces bases sont en anglais, en plus avec des termes pas du tout adaptés pour améliorer la compréhension. Donc c'est extrêmement complexe pour eux de faire une recherche par eux-mêmes. Et côté promoteur des essais, donc soit parler de 20% d'échecs, mais il y a aussi 85% d'essais qui ont des retards. Et donc ces retards aussi, c'est des retards pour l'accès à ces innovations thérapeutiques pour les patients. Et en plus, de plus en plus, on caractérise de façon très précise les cancers. Et donc, pour trouver un patient, c'est de plus en plus complexe, avec notamment les critères d'inclusion et d'exclusion dont on parlait juste avant. Alors, chez Clinion, on a une proposition de valeur, c'est qu'on vous permet de trouver l'essai le plus adapté en moins d'1 minute. Donc, cela se base sur 3 piliers. Tout d'abord, les données fiables et exhaustives. On essaye d'extraire tous les bases publiques, de les structurer et d'avoir une mise à jour en temps réel grâce à nos partenariats avec des promoteurs académiques et industriels, d'avoir une recherche intuitive et intelligente, donc des interfaces qui sont ergonomiques et adaptées pour les patients, mais aussi pour les médecins, et un algorithme de matching qui permet de trouver ces essais pertinents auxquels potentiellement les patients sont éligibles, et enfin une communication directe avec les responsables et les investigateurs d'essais, une messagerie sécurisée qui permet de partager le dossier de patient de manière sécurisée entre les médecins. Et donc schématiquement, à quoi ça ressemble? Donc il y a une interface pour les oncologues et les patients, comme disait Soha. Pour les patients, ils peuvent faire une recherche et le partager à leur oncologue référent. Et les oncologues référents, eux, peuvent contacter aussi directement les centres investigateurs. Mais schématiquement, sur la plateforme, le principe est le même. C'est d'avoir la recherche la plus simple et la plus rapide possible grâce aux algorithmes dont parlait Soha. Ensuite, on identifie les essais en cours de recrutement les plus pertinents et grâce à cette recherche, on génère une fiche patient qui est transmise aux investigateurs partenaires avec une notification. Et là, il y a 2 grands cas de figure. Soit le patient ne correspond pas aux critères. Et ça, l'intérêt aussi de Kineo, c'est d'avoir des notifications automatiques. Si jamais un nouvel essai, par exemple, est pertinent et il ouvre 2 semaines plus tard, de ne pas passer à côté pour le patient et son oncologue. Et si le patient correspond aux critères, dans ce cas-là, on met en contact l'oncologue et son patient avec l'investigateur, donc l'oncologue qui gère l'essai clinique, pour que le patient soit vu en consultation d'inclusion dans le centre le plus proche où il est ouvert. Donc, pour vous expliquer un peu plus l'algorithme de Clinion, comment ça marche, donc vous voyez sur l'écran les critères d'éligibilité d'un essai clinique sous forme de texte libre et les informations des sites d'investigateurs ou les centres où l'essai a lieu. Donc nous, nos algorithmes viennent prendre les mots-clés dans ces textes libres afin de pouvoir bien remplir et caractériser ces essais-là et de dire cet essai correspond à tel organe, à telle situation de cancer, à tel biomarqueur, ce qui permet aux patients et aux médecins, en remplissant les champs qu'on leur demande sur la plateforme, de trouver les essais cliniques adaptés. Ensuite, on parle des données de santé, donc il y a totalement un enjeu réglementaire et de sécurité. Nous, on est conforme au RGPD, on est accompagné d'un cabinet d'avocats qui est spécialisé sur le sujet. Nos serveurs sont tous certifiés hébergeurs de données de santé. C'est Hoster qui est une entreprise française et donc les données sont stockées, cryptées en France. Et aussi, on est accompagné d'un délégué de protection de données, Dr Data, qui travaille en France avec la plupart des entreprises en santé. Et donc concrètement, la plateforme elle est gratuite pour les patients et les médecins. On fait des partenariats avec les promoteurs pour fiabiliser les données, donc qu'ils soient académiques ou industriels. Les médecins, ça c'est aussi un point très important, peuvent se créer un compte quel que soit leur hôpital, partout sur tout le territoire français. Par contre, on fait des partenariats avec certains centres pour améliorer les algorithmes et améliorer notre plateforme. Et puis, avec les patients, c'est l'illustration aujourd'hui avec Coraso, mais on fait des collaborations pour co-construire l'interface patient et aussi faire connaître la plateforme. Et donc, ça nous permet à chaque fois qu'on lance un nouveau type de cancer, d'avoir vraiment une plateforme qui répond aux besoins. Et c'est quelque chose qui est en permanente évolution. Donc, voilà, encore une fois, suite à votre utilisation de la plateforme, il ne faut pas hésiter à nous faire des retours. C'est comme ça qu'on améliore la plateforme. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous pour vraiment coller aux besoins et répondre finalement aux patients et à leurs besoins. Mais on fait la même chose bien sûr pour les médecins. Et on a eu plusieurs prix pour notre innovation et nos plateformes, que ce soit la Convention Unicancer ou le congrès, par exemple, des IFODS l'année dernière. Donc voilà, on a essayé d'être rapide pour aussi laisser la place aux questions. Vous avez un petit QR code si vous voulez vous créer un compte et tester, utiliser. Et puis encore une fois, le but c'est vraiment d'avoir vos retours et de pouvoir y répondre. Et c'est vraiment très important pour améliorer la plateforme qui est en permanente évolution. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je vois qu'il y a des questions qui commencent à venir de plus en plus du chat.
j'ai un petit souci, voilà, qui viennent de plus en plus du chat. Je vous propose de continuer sur certaines aussi qu'on avait identifiées. Parce que très concrètement, une fois qu'on s'est inscrit sur Clineo, comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il y a un essai clinique qui est adapté à son profil médical? Donc, quand on s'inscrit sur Clineo, quelques questions auxquelles on doit répondre. Ça permet de générer un profil. Et ensuite, vous pouvez lancer une recherche et voir les essais qui peuvent être pertinents et le plus proche de chez vous, donc classés par pertinence et proximité. Il est organisé par différents critères, notamment si par exemple vous avez un cancer avec un biomarqueur, donc un gène, etc. On va vous proposer en premier par rapport à un essai qui serait pas du tout spécifique de votre tumeur, mais dans lequel vous pourriez quand même rentrer. Et donc voilà, le but c'est d'aider au maximum à la compréhension. C'est ce qu'on améliore aussi avec la foire aux questions, dans laquelle vous pouvez trouver des réponses, etc. Mais le but c'est de pouvoir renseigner les informations de façon la plus précise qui sont à votre disposition. Donc si on a une information qui est manquante, c'est jamais un problème. On peut toujours répondre je ne sais pas. Donc c'est pas bloquant pour lancer la recherche, mais le but c'est vraiment de pouvoir être le plus précis possible. On peut aussi mettre ces documents médicaux qui permettent aussi d'améliorer la pertinence des essais qui sont proposés. Et ensuite, le but aussi c'est de pouvoir partager, de connecter son compte à celui de son médecin. Donc on peut associer son compte à celui de son médecin. Le médecin peut ou non accepter, mais en tout cas il reçoit une notification qui lui permet de pouvoir associer. Donc l'intérêt aussi c'est que on fait gagner du temps au médecin, dans le sens où on a déjà rentré son nom, son prénom, etc. Donc le médecin n'a pas besoin de faire ça. Donc si lui veut faire une demande d'essai clinique pour vous, il a aussi un temps précieux qui est gagné là-dessus. Et donc le but en tout cas de nous, c'est vraiment de créer du lien entre le médecin et son patient, que le patient puisse finalement se saisir du sujet des essais cliniques, pouvoir aussi en discuter en consultation. Et de plus en plus de médecins utilisent la plateforme. Donc normalement, de plus en plus de médecins connaissent la plateforme. Et le but, c'est aussi que ce soit vraiment il y ait un lien avec une décision partagée. On a eu plusieurs témoignages de patients qu'on a mis d'ailleurs sur la plateforme qui ont trouvé des essais cliniques, parfois même dans leur propre centre, en discutant avec leur oncologue. Là, il y a une patiente qui a trouvé un essai dans son propre centre. Et donc, c'est vraiment l'illustration que ça permet de faire changer un peu l'état actuel des choses. Moi, je suis convaincu du fait que tous les patients doivent pouvoir avoir la possibilité d'être informés sur les essais cliniques. Après, tous ne le veulent pas forcément. Encore une fois, bien sûr, c'est un choix personnel. Tous ne veulent pas participer à des essais cliniques. Mais par contre, s'ils le souhaitent, on doit leur donner un outil et leur mettre à la disposition et pouvoir en discuter avec leur oncologue. Ça me paraît extrêmement important. On voit en santé beaucoup de choses sur les patients partenaires, sur les patients qui sont de plus en plus experts de leur maladie. Donc, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps et c'est extrêmement important parce qu'on parle d'une maladie grave dans laquelle c'est bien sûr un enjeu important pour les patients. En fait, ça donne la possibilité aux patients d'être acteurs de son parcours de soins. Ça ne veut pas dire avoir connaissance d'un essai clinique, ça donne accès à cet essai clinique. On a parlé tout à l'heure, il y a des critères à respecter. On n'est pas médecin, on est patient, mais on peut malgré tout être acteur. Et ça ne veut pas dire aussi que c'est une obligation pour avoir accès à l'essai clinique. Le médecin garde son statut de soignant et c'est lui aussi qui est la plus grande partie du temps à l'initiative de la proposition. Mais disons que ça multiplie les chances d'avoir accès à un essai clinique qui correspond à sa pathologie, à la situation, à son évolution. Exactement. Et ne pas oublier aussi que là, on parle beaucoup de l'interface patient qui permet de partager avec son médecin, mais les médecins directement eux-mêmes peuvent faire aussi une recherche d'essais cliniques pour leurs patients. Et donc voilà, on propose vraiment les deux canaux, on va dire, parce qu'on pense que ça a du sens de proposer une plateforme qui n'est pas uniquement dédiée aux médecins, qui est aussi dédiée aux patients. Et voilà, dans certains cas, ça permettra vraiment d'aider, je pense, des patients pour trouver un essai clinique. Et on espère qu'il y a de plus en plus de témoignages qui vont montrer l'utilité d'avoir accès pour les patients. Mais encore une fois, les médecins ont une expertise très importante, c'est des sujets très complexes. Et le but, c'est vraiment qu'il y ait une discussion, un dialogue. Mais les médecins ont bien sûr tout leur rôle à jouer dans cette orientation. Et il faut voir aussi à quel moment c'est pertinent de proposer un essai clinique et en fonction de plusieurs essais cliniques aussi pour choisir lequel paraît le plus pertinent pour le patient. Alors, on a des questions très, très précises qui émanent. Comment sont répertoriés les essais cliniques, à partir de quelle base de données? Et avez-vous réussi à créer une liste exhaustive des études en recrutement?
Alors, donc comme disait tout à l'heure Soa, comme elle l'a montré très bien, il y a vraiment un pilier important, c'est d'avoir les données les plus fiables et les plus exhaustives possibles. Donc nous, on a des algorithmes qui vont sur toutes les bases publiques, donc de plus en plus, donc au niveau par exemple international, au niveau européen, au niveau français. C'est quelque chose qu'on améliore au fur et à mesure, parce que forcément c'est un travail aussi d'amélioration continue, mais on essaye vraiment d'avoir cette exhaustivité grâce à ces bases publiques, et on essaye aussi d'aller, même voilà, sur certains hôpitaux, ils mettent les essais cliniques ouverts dans leur centre, etc. Au niveau des réseaux de cancérologie, il y a aussi des sites internet, donc on essaie de mettre en place des collaborations pour vraiment réussir à fiabiliser ça. Notre conviction, c'est qu'en fait, pour avoir la donnée vraiment en temps réel, c'est vraiment avec les promoteurs des essais cliniques. C'est pour ça qu'on fait des partenariats avec les promoteurs des essais cliniques pour automatiser la mise à jour. Et donc, pour répondre, voilà, je suis vraiment quelqu'un qui croit au fait qu'on peut toujours s'améliorer. Donc, on n'a pas encore forcément une fiabilité à 100%, mais on tend vers cette fiabilité à 100%. Il peut y avoir des erreurs, donc on permet de le signaler sur le site internet. Sur la plateforme, vous pouvez signaler s'il y a une erreur ou pas, mais vraiment, c'est quelque chose sur lequel on est en amélioration continue. Et donc, le but, en tout cas, c'est vraiment d'être le plus exhaustif possible. Parfois aussi, les bases publiques sont, voilà, il manque des informations, etc. Donc, plus on aura de partenariats, plus on sera capable d'être exhaustif en temps réel. Et donc, c'est vraiment l'ambition de la plateforme. Et voilà, on est assez... Voilà, on a fait beaucoup de progrès, je pense, sur la fiabilisation, mais ça reste quand même un challenge permanent et c'est vraiment quelque chose qui est clé aussi pour la plateforme. En tout cas, le but, c'est vraiment de pouvoir trouver voilà, tous les essais. C'est pour ça que vous êtes quand même assez nombreux chez Clineo, c'est une bonne dizaine, je crois. Oui, ouais, bien sûr, c'est ambitieux. Ça demande un travail assez considérable. Exactement. Et moi, je prends un peu ma casquette de médecin. C'est vrai que en tant que médecin, on a l'habitude de faire des fichiers Excel un peu dans notre coin, etc., pour nos propres essais dans notre centre. Clairement, c'est quelque chose qui n'était pas suffisant en termes d'ambition technologique pour répondre aux besoins. Et d'où aussi le fait qu'on a vraiment une équipe tech qui permet d'essayer de trouver vraiment la meilleure façon d'optimiser ça. Et donc, ça passe aussi par des enjeux technologiques parce que voilà, on est au XXIe siècle et voilà, la mise à jour manuelle ou alors l'orientation des patients en ayant juste la mémoire des médecins de je sais qu'il y a tel et tel essai, c'est quelque chose qui finalement n'est pas viable, vu l'augmentation du nombre des essais, vu la complexité aussi. Au sein d'un même essai, il peut y avoir plusieurs cohortes, donc plusieurs sous-groupes de traitement. Donc c'est très complexe d'être tout le temps à jour en permanence, ça ouvre, ça ferme, etc. Donc voilà, on voit très bien que dans le monde actuel dans lequel on vit, on est de plus en plus aidé quand il y a des grandes bases de données, etc. C'est la même chose pour la médecine et pour les essais cliniques. Il faut une solution aussi technologique pour être à jour et avoir une réponse fiable. Alors, il y a Caroline qui nous partage son expérience d'inscription et qui nous dit que c'est très simple. Par contre, elle regrette avec Véronique que les traitements soient décrits en anglais. Est-ce qu'il y a une traduction prochaine? Est-ce qu'il y a une traduction déjà disponible? Ouais. Comment ça va évoluer? Non, il y a une grande partie qui est en français. Effectivement, il y a encore certaines étapes qui sont en anglais parce que souvent les protocoles sont en anglais, donc c'est la langue dans laquelle on fait notamment les publications en médecine, mais le but c'est vraiment que la plateforme soit 100% en français très prochainement, donc on travaille là-dessus. Et donc il y a des enjeux de traduction effectivement, mais il y a aussi des enjeux de fiabilité parce que le but c'est d'avoir des traductions fiables pour vraiment ne pas avoir de problème de traduction. Vu les enjeux et vu le domaine dans lequel on est, c'est important d'être très fiable. Et donc, on est totalement aligné sur ça et il faut que la plateforme soit entièrement en français parce que c'est vraiment, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un frein. Quand les plateformes sont dans des langues étrangères, c'est compliqué parce que ça rajoute un frein supplémentaire en plus de la complexité des éléments médicaux. Puis quelque part, c'est une forme de discrimination parce que c'est déjà difficile d'avoir accès à l'information. Alors en plus, quand on n'est pas bilingue, c'est un peu plus compliqué sur des sujets aussi, on a dit, avec un tel enjeu pour la santé. C'est vrai qu'on veut être sûr d'avoir bien compris ce qu'on lit et c'est tout à fait légitime. Caroline, elle nous pose une autre question. Qu'est-ce que ça signifie une cohorte? Et moi, ça m'amène à une question supplémentaire. Comment, si on transmet nos informations de santé, si on transmet des dossiers médicaux, pour assurer la sécurité de ces données? Alors, pour répondre déjà à cette partie sécurité des données, ça c'est vraiment au cœur de ce que disait Soa tout à l'heure de notre solution. Donc, en France, il y a une réglementation qui est très stricte sur les données de santé. Nous, on a vraiment
sur ce sujet-là, jamais transiger et on ne transigera jamais. Hein, c'est vraiment un enjeu majeur. Donc, comme les acteurs, par exemple, de téléconsultation, comme les acteurs de prise de rendez-vous célèbres, etc. Voilà, c'est vraiment au cœur de notre ADN. Hein, c'est vraiment cet aspect sécurité. Donc, ce qu'on a, nous, c'est qu'on a des serveurs qui sont certifiés hébergeurs de données de santé. Donc, en France, on peut héberger des données de santé, mais il faut avoir des serveurs spécifiques qui sont avec des données cryptées notamment. Et donc, on a des données qui sont hébergées en France et c'est des serveurs qui sont souverains, qui sont détenus par des Français. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, tous les partenaires avec qui on travaille, que ce soit les hôpitaux, les promoteurs, bien sûr, testent la fiabilité de la sécurité de la plateforme. Et donc, on est vraiment là-dessus intransigeant parce que c'est vraiment une question de fiabilité, de confiance. Et donc, les données sont sur des serveurs vraiment sécurisés, cryptés. Et donc, ça, voilà, c'est vraiment une garantie qu'on a et qu'on maintient, bien sûr, parce que l'enjeu de cybersécurité, on le voit bien dans les histoires récentes sur les hôpitaux, c'est vraiment au cœur de toutes les solutions de santé numérique. Et sur la partie cohorte, là, du coup, il y a vraiment un enjeu de comprendre que dans les essais cliniques, si par exemple on prend un essai clinique de phase précoce, de phase 1-2, on peut avoir par exemple une première cohorte pour essayer de trouver la dose, quel que soit le type de tumeur, ou tout patient avec tout type de cancer peut rentrer, même s'il y a des critères à respecter, mais entre guillemets, c'est pas spécifique d'un organe ou d'une spécialité. Et ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle des cohortes d'extension. Donc en fait, c'est des bras de traitement dans lesquels finalement, au lieu d'avoir un seul type de cancer qui peut être inclus, on peut avoir une cohorte A qui inclut les patients avec des cancers ORL, une cohorte B qui inclut les patients avec un cancer digestif, etc. Et donc en fait, ces cohortes-là, c'est vraiment ce que nous on met aussi sur la plateforme, hein, c'est vraiment là où vous pouvez rentrer en tant que patient et quand on regarde en tant que médecin, nous on regarde dans les cohortes dans lesquelles vous pouvez rentrer. Elles sont pas forcément toujours ouvertes en même temps, certaines peuvent être ouvertes, fermées, mais il y a aussi, tout à l'heure on parlait des essais basket, il peut y avoir des essais basket dans lesquels une cohorte va être pour tel type de mutation, une cohorte va être pour tel autre type de mutation, etc. Donc ouais, c'est ça qui fait aussi la complexité des essais cliniques, hein, c'est qu'ils sont, c'est pas un seul critère d'inclusion, c'est plusieurs critères par rapport à chaque cohorte. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en tout cas, on regarde nous vraiment au niveau de la cohorte pour pouvoir que ce soit pertinent pour les patients. Et donc, si un patient a un cancer ORL, il ne pourra pas rentrer dans une cohorte, par exemple, pour les cancers du côlon, et inversement. Et donc, il faut vraiment que la cohorte ORL soit disponible, et c'est tout l'enjeu de la pertinence du matching entre les caractéristiques du patient et les essais cliniques qui sont disponibles. Les cohortes, en somme, c'est des groupes de patients avec des caractéristiques spécifiques, par exemple la localisation du cancer ou la nature de la tumeur. Exactement, c'est des groupes de traitement. C'est ça. Et après, alors, vous parlez des essais basket. Ça peut être un peu flou pour le plus grand nombre parce qu'on n'est pas forcément confronté. Tout à l'heure, on parlait des essais randomisés avec ces deux bras, donc ces deux groupes de patients avec des traitements différents qu'on va comparer. Et les essais basket, on sort de ce profil d'essais avec deux groupes qu'on compare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus? Ouais, l'essai basket, hein, il faut comprendre que c'est un essai qu'on appelle un peu de médecine de précision dans lequel on ne va pas rentrer dans l'essai parce qu'on a un cancer ORL ou un cancer du côlon ou un cancer du sein ou un cancer du poumon. On va rentrer dans l'essai parce qu'on a une mutation qui est la mutation qui est demandée dans l'essai basket. Et donc ça, c'est quelque chose qui a changé un petit peu la façon de faire la recherche clinique parce qu'à l'époque, il y avait des essais uniquement pour les cancers du côlon, uniquement pour les cancers du poumon, etc. Et maintenant, il y a des essais dans lesquels on peut avoir, dans le même essai, différents types de tumeurs, donc ORL, poumon, etc. Par contre, il faut qu'ils partagent la même caractéristique. Donc, si on prend un exemple, par exemple, on peut avoir un essai pour les patients qui ont une mutation du gène BRAF. On pourra rentrer dans l'essai, quel que soit son type de cancer, mais parce qu'on a la mutation du gène BRAF et on a un traitement généralement de ces essais qui cible BRAF, qui est une thérapie ciblée contre BRAF. Et donc, c'est des essais qui sont un peu différents, effectivement, parce qu'il n'y a généralement pas de randomisation. C'est ce qu'on appelle des essais monobras, où tous les patients qui rentrent dans la cohorte reçoivent ce traitement-là. Et ça, c'est quelque chose qui fait le lien finalement avec ce qu'on appelle le profilage moléculaire ou le séquençage génétique. C'est que de plus en plus, on fait des analyses sur les tumeurs pour essayer de caractériser mieux les tumeurs. Et on regarde au-delà de l'histologie, de l'anapath, donc de tout ce qu'on regardait au microscope, on va regarder encore plus profondément au niveau de l'ADN ou de l'ARN s'il y a des anomalies moléculaires. Et c'est grâce à ces séquençages ou à ces portraits moléculaires ou ces profilages qui peuvent être faits soit sur des biopsies, soit faits sur des prises de sang, parfois ce qu'on appelle la biopsie liquide, qu'on arrive à identifier des biomarqueurs. Et ces biomarqueurs, on demande dans Clinéo de les renseigner
le plus possible si on a eu tel ou tel séquençage, parce que c'est ça qui peut aussi ouvrir et permettre d'avoir accès à des essais cliniques. Donc, l'autre point, c'est de dire qu'il y a aussi des essais qui sont là pour permettre d'avoir un profilage moléculaire qu'on propose aussi sur la plateforme. Et donc, voilà, moi, je suis assez convaincu du fait que la médecine de précision, c'est vraiment l'avenir pour personnaliser les traitements. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à plutôt à pousser les gens au maximum, à essayer de discuter avec leur oncologue s'il y a une possibilité de séquençage, parce que ça permet d'augmenter potentiellement les possibilités d'essais thérapeutiques si on trouve un biomarqueur, ce qui est encore une fois pas toujours le cas, et ça c'est aussi un point important. Tout patient n'a pas pour l'instant un biomarqueur pour lequel il y a un essai clinique, mais voilà, il faut chercher pour trouver, et c'est en étant avec un séquençage le plus large possible qu'on permettra de trouver des cibles potentielles pour permettre aux patients d'entrer dans les essais cliniques. Un biomarqueur, en fait, vous me dites si je me trompe, hein, mais pour que ce soit compréhensible, c'est finalement une caractéristique spécifique qui va se retrouver sur les cellules tumorales, qui ne se retrouve pas à d'autres endroits du corps et qui donc vont permettre au traitement de cibler les cellules tumorales pour les dégommer, hein, parce que c'est bien le but, en limitant l'impact sur les autres cellules saines et ainsi en étant, on espère, plus efficace, et en particulier dans les cancers rares. Non, c'est totalement ça. C'est très bien, très bien réexpliqué. Vraiment, je peux quand même vous donner quelques exemples. Par exemple, dans le cancer du sein, certaines patientes expriment un gène qu'on appelle HER2, et donc on a mis en évidence que ce gène-là était impliqué dans la prolifération du cancer chez ces patientes-là, et donc chez ces patients, on peut donner des traitements anti-HER2. Par contre, toutes les patientes avec un cancer du sein n'ont pas une mutation d'HER2 ou une amplification d'HER2, donc on ne donne ce traitement que chez les patients qui expriment HER2. Et ben, c'est le même principe pour les autres types de tumeurs ou les autres biomarqueurs, les autres gènes, c'est d'être capable de trouver quels sont les biomarqueurs spécifiques de la tumeur qu'on va pouvoir cibler avec un traitement qui généralement est un traitement anti-biomarqueur, en fonction du biomarqueur qu'on a identifié. Alors, il reste quelques minutes. Je vais essayer de reprendre les questions auxquelles on n'a pas encore répondu, si on peut faire des petites réponses pour essayer de laisser personne partir sans réponse. On nous demande si en Suisse, en Europe, les essais sont aussi référencés sur la plateforme. Alors, pour l'instant, la plateforme, elle est donc pour la France, donc France entière, mais uniquement sur la France. C'est un projet, bien sûr, d'élargir la plateforme à d'autres pays, mais pour l'instant, elle n'est uniquement que sur la France. Mais voilà, ce sera bien sûr dans les projets de développement. Le but, c'est de pouvoir aussi, si aucun essai n'est disponible en France, permettre à des patients d'identifier des essais dans d'autres pays. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, il y a une possibilité, quand on n'a pas d'essai clinique dans son propre pays, de participer à un essai clinique dans un autre pays. Donc, bien sûr, il y a aussi des contraintes logistiques, etc. Mais c'est quelque chose qui devrait s'accentuer aussi à mesure que les progrès vont évoluer. Peut-être que tous les essais ne seront pas ouverts partout. Et je pense que là, si on refait le lien avec les maladies rares, par exemple, on sait qu'il y a dans les pathologies rares, donc hors cancer, hein, mais dans les maladies rares, on sait qu'il y a des essais qui parfois sont ouverts que dans certains pays en Europe. Et il y a déjà des filières qui permettent de trouver les patients dans d'autres pays et de permettre aux patients d'aller bénéficier d'essais cliniques. Pour la cancérologie, plus on avance, plus on caractérise les tumeurs, plus on a des cancers rares. Et donc, on pourrait envisager que ce soit aussi le cas dans les années à venir avec des essais qui ne seraient pas forcément ouverts dans tous les pays. Mais le but, ce sera de donner l'information aux patients qu'il y a un essai ailleurs, dans un autre pays, qui pourrait leur convenir. Il y a Véronique qui nous demande si vous êtes en collaboration avec l'Institut Curie. Alors, on a eu bien sûr des contacts avec l'Institut Curie, notamment parce qu'on a lancé la plateforme dans le cancer du sein. On avait notamment fait une collaboration avec le collectif Triplet Rose, qui est très en lien avec aussi l'Institut Curie. Donc, on a des liens avec des gens de l'Institut Curie qui utilisent la plateforme. On essaie de collaborer avec eux sur différents sujets. Après, encore une fois, notre solution, elle est vraiment utilisable partout. Donc, le but, c'est de pas que ce soit une solution qui soit uniquement dédiée à un hôpital, où uniquement les médecins de cet hôpital peuvent y accéder. On peut y accéder de partout. Donc, un médecin de l'Institut Curie peut l'utiliser, et on référence les essais de l'Institut Curie. Et on essaie de faire au mieux, encore une fois, sur la fiabilité, pour que tous les essais de l'Institut Curie puissent être visibles. Mais comme on fait pour tous les autres centres, le but vraiment, c'est de montrer les essais dans tous les centres qui existent. Surtout que vous êtes en interaction avec l'intergroupe ORL d'Unicancer qui regroupe tous les services ORL des centres de lutte contre le cancer.
Donc, même si en plus vous avez les CHU, les CH, les centres hospitaliers hors centre de lutte contre le cancer, vous avez aussi ces liens directs et l'Institut Curie fait partie des centres de lutte contre le cancer qui donc font partie d'Unicancer. D'ailleurs, jusqu'à peu, c'était Christophe Le Tourneau qui présidait l'intergroupe ORL. Donc, Curie n'est pas bien loin. Il y avait une question, mettez-vous à disposition des études interventionnelles hors produits de santé, mais permettant de faire des analyses de médecine de précision. Alors j'avoue, cette question, je la comprends pas bien, mais peut-être entre professionnels, vous comprenez-vous mieux. Non, mais je pense qu'on parle effectivement d'études interventionnelles de ce dont je parlais, de profilage moléculaire. Donc en fait, c'est des études qui ont pour but de tester notamment des séquençages, que ce soit avec la biopsie liquide, etc. Donc des portraits moléculaires. Donc effectivement, oui, sur la plateforme, il y a des essais de profilage moléculaire qui sont disponibles, avec bien sûr l'objectif de potentiellement permettre à des patients d'identifier des biomarqueurs qui permettront après de rentrer dans d'autres essais cliniques. Et donc voilà, on référence au niveau interventionnel à la fois des essais de thérapeutique avec des médicaments, de chirurgie, de radiothérapie, mais aussi des essais de profilage moléculaire de séquençage. Ce qu'on ne référence pas pour l'instant, c'est les études observationnelles, parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Donc on a commencé par les études interventionnelles, parce que c'est là où il y a l'impact le plus direct. Donc oui, si la question concerne en tout cas ces études-là de séquençage, de profilage, on les référence. Mais n'hésitez pas, si jamais vous en avez certaines que vous connaissez qui ne sont pas, à nous le signaler. Hein. Le but, c'est aussi d'améliorer la fiabilité. Il y a une autre qui, je pense, sera la dernière. Alors, attendez, non, j'ai perdu le fil. Ah oui, voilà, Bastien qui nous demande est-ce qu'il y a des recherches sur le carcinome adénoïde kystique? Alors oui, il y en a. Et Bastien, je vous conseille de créer votre profil sur Clinéo et vous pouvez aller constater directement. Je crois que j'en ai vu 4 essais cliniques et j'ai vu 2 essais de profilage. Donc il y a vraiment beaucoup de types d'anapathes qui sont représentés. Bruno, combien de cancers rares en France? Alors en ORL, on les estime à 2000 nouveaux cas par an. Au-delà, je ne saurais pas dire. Peut-être Arnaud ou Soa a la réponse. Mais en tout cas, en ORL, c'est l'ordre de 2000 cas par an. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. À 13h02, on est pas mal si on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose, Arnaud et Soa, à ajouter un point qu'on n'aurait pas abordé? C'est un vaste sujet, hein, donc on pourrait y passer des heures, mais quelque chose qu'il fallait absolument qu'on dise avant de partir. Juste, je voulais vous inviter tous à vous rendre sur la plateforme, créer votre compte et n'hésitez vraiment surtout pas de nous donner vos retours. Et si vous avez des questions à nous écrire, il y a aussi un bouton exprès dédié sur la plateforme pour qu'on vous contacte et qu'on vous aide dans votre recherche sur Clinéo. Exactement. Et pour vous donner un exemple, on a des patients parfois qui ont des cancers très rares, où il n'y a pas forcément ce cancer qui était pour l'instant disponible. C'est aussi comme ça qu'on arrive à être le plus exhaustif possible sur les capacités de recherche. Donc, si vous vous retrouvez pas dans l'inscription, s'il manque quelque chose, n'hésitez pas à nous le signaler. Et après, moi, plus globalement, je tiens quand même à remercier du coup Coraso pour l'organisation du webinaire, parce que c'est précieux en fait de pouvoir avoir ces webinaires en plus qui sont enregistrés, qui peuvent être ensuite diffusés et revus. Et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour faire mieux comprendre les essais cliniques. Et donc l'ambition, c'est vraiment de réussir à faire que un essai clinique se soit compris, de démocratiser l'accès aux essais cliniques. Et ça, je pense que c'est un challenge pour tout le monde, pour toutes les associations, pour nous en tant que médecins. Et moi, j'espère vraiment qu'on fera progresser les choses. Il y a aussi des initiatives publiques pour faire connaître mieux les essais cliniques. Et je pense que c'est très important de faire connaître au maximum et de faire qu'en France, vraiment, on puisse avoir accès aux essais cliniques facilement. Alors, il y a Caroline qui pose quand même une question très importante. Et puis après, ouais. je vous mettrai l'adresse, je vous rappellerai l'adresse contact de Coraso. Si il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pourrez nous contacter. On les transmettra à Soa et à Arnaud.
Caroline, elle souligne un sujet qui est très vrai. Elle dit si je trouve un essai clinique mais que mon oncologue me l'a pas proposé et j'ai peur qu'il le prenne mal si c'est moi qui lui en parle. Comment ça se passe alors? Donc là, on arrive forcément à, voilà, il y a différents types d'oncologues, différentes relations entre les oncologues et leurs patients. Moi, ma vision en tant qu'oncologue, c'est que, encore une fois, on est dans un monde où les patients ont bien sûr des droits et ont le droit d'être informés, de pouvoir être acteurs de leur santé. Et ça, c'est quelque chose qui a été lancé il y a quelques années déjà, qui s'amplifie. Et donc, là, les retours qu'on a sur la plateforme, c'est que beaucoup d'oncologues sont réceptifs à cette discussion avec leurs patients. Après, bien sûr, il peut y avoir des oncologues qui sont plus ou moins habitués. Alors, bien sûr, c'est plus simple si l'oncologue a déjà un compte Clinéo, connaît déjà la plateforme, et ce sera toujours plus simple s'il a déjà parlé avec un autre patient. Si vous êtes vraiment la première personne à lui en parler, qui ne connaît pas et qu'il n'est pas très réceptif, je pense que le but, c'est aussi de pouvoir en parler sans avoir peur d'en parler avec son oncologue. Encore une fois, là, la plateforme, c'est vraiment, il y a un lien entre l'oncologue et son patient. En tant que patient, on ne peut pas contacter directement un centre investigateur, donc on veut garder ce lien-là. On fait rien dans le dos de l'oncologue, et je pense qu'il faut, il faut essayer de ne pas hésiter à en parler avec son oncologue, parce que c'est un dialogue qui est sain, et qui permet, à mon avis, de vraiment améliorer les choses pour les patients. Donc voilà, moi, si jamais un oncologue veut nous contacter aussi, parce que suite à votre échange, il n'a pas bien compris la plateforme, il veut des précisions, on est aussi disponible pour échanger directement avec les oncologues. C'est ça aussi qu'on peut vous proposer, c'est si vous en parlez et que vous sentez que l'oncologue n'est pas forcément très réceptif, on est disponible pour en parler. Et puis, nous, on travaille aussi à faire connaître la plateforme auprès des oncologues, à récupérer aussi le feedback des oncologues et de comprendre ce qui est positif, acceptable, etc. pour les oncologues. Donc, notre but, c'est aussi de travailler, nous, de notre côté, avec les oncologues pour faire connaître la plateforme et qu'ils comprennent aussi que des patients peuvent faire des recherches. Et donc, c'est aussi un travail qu'on mène, qui est un peu au long cours, mais on espère vraiment que la majorité des oncologues sera réceptive parce que c'est, encore une fois, une pathologie grave et participer à la recherche clinique, je pense que tout patient a le droit de le faire. Et ça, c'est vraiment une de nos missions chez Clinéo, c'est ça. Et puis, en tant que patiente partenaire, je me permettrai d'ajouter que si malgré vos efforts de communication, d'échange et de mise en relation, votre oncologue reste fermé, vous avez le droit à un second avis. C'est triste, mais des fois, c'est nécessaire. En tout cas, merci pour toutes ces questions, parce qu'elles sont très franches et très directes, mais très, très utiles. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de ces webinaires, c'est d'avoir des questions qui répondent vraiment aux interrogations que vous avez. Merci à tous. Merci Arnaud, merci Soa. On en repart enrichi. En tout cas, j'espère pour les participants que vous avez pu apprendre des choses, mieux comprendre cet univers qui paraît difficilement accessible, qui est celui des essais cliniques, et que vous avez maintenant à votre portée un outil qui peut vous permettre de mieux comprendre, parce que en savoir plus sur les traitements, mieux comprendre, c'est des fois une source d'apaisement. On a l'impression qu'on contrôle un peu plus la maladie, ça donne plus de sources d'espoir et donc plus de perspectives positives pour accepter l'épreuve du cancer. Parfait. Merci à tous. Au revoir. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.